Bien. Je vais essayer de m'exprimer devant vous d'une main, ce qui pour un Provençal n'est pas commode. Et de l'autre, je vais tenir le micro. Monsieur le doyen, c'est un très très grand plaisir de vous retrouver. Et merci de m'accueillir. Un regret que nous n'ayons pas pu mener au terme un projet que nous avions caressé conjointement, mais enfin, il y en aura sûrement d'autres. Et puis, cher Christian, ce n'est pas la première fois que je viens m'exprimer à ton invitation. Merci beaucoup. Et puis, dire combien je suis heureux d'être à côté des personnes qui sont également à la tribune. Et un clin d'œil pour Alain Deloche, parce que j'ai lu ses livres et qu'il exprime parfaitement ce que je peux ressentir et que je n'ai pas encore écrit. Mais d'ailleurs, après tout, puisque vous l'avez fait, est-ce besoin ? Je pense que lorsqu'on commence à s'exprimer sur un sujet, il est de bon ton de définir le plus précisément possible ce dont on va parler. Et dans la circonstance, vous me voyez très embarrassé. Je suis en effet tenté par une réflexion iconoclaste. La médecine peut-elle être autrement qu'humanitaire ? Et de fait, quand bien même le mot peut paraître obsolète aujourd'hui, la médecine correspond à une vocation qui est animée par le désir de répondre à la souffrance de l'autre, de répondre à la convocation par le visage de l'autre, pour reprendre la pensée de Lévinas. Et puis en outre, d'ailleurs, ne retrouve-t-on pas le souci humanitaire de la justice et de la non-discrimination dans le serment d'Hippocrate? Je vois les rencontres d'Hippocrate ce soir. Le serment d'Hippocrate qui est prononcé par tout médecin après la soutenance de sa thèse. Je vous rappelle, je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et ne demanderai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Alors oui, je vous le dis, pour moi, tout exercice bien compris de la médecine ne doit pas s'écarter de l'humanisme médical fondateur. La médecine, par définition, est de nature humanitaire. Mais bien entendu, je ne saurais en rester là et je vais tenter d'aller plus avant, même si je me réjouis que mon propos soit complété par des personnes autour de moi qui sont parfaitement informées du sujet et je les en remercie par avance. En fait, la médecine humanitaire ne peut pas être comprise comme une spécialité universitaire à part entière en raison de l'ensemble très hétérogène de ses pratiques. En revanche, deux éléments peuvent permettre de définir à partir de quand l'acte de soin devient humanitaire au sens où on l'entend généralement. Et ces deux éléments, ce sont un, l'intention qui anime cet acte, et deux, le contexte dans lequel il s'exerce. Ce sont eux, l'intention et le contexte, qui vont donner à la médecine humanitaire sa véritable personnalité. Alors l'intention d'abord parce que c'est la plus simple à énoncer, l'intention. Elle est bien de porter secours et assistance à des personnes souffrantes, atteintes dans leur vie quotidienne et qui ne peuvent compter sur personne pour les aider, souvent en dehors de tout système organisé lorsque l'État est défaillant. La médecine humanitaire, c'est l'ultime recours et elle est pratiquée sans aucune autre volonté que de soulager et de donner. Elle est désintéressée. Elle est guidée par les principes d'humanité, d'impartialité, de neutralité et d'indépendance. En fait, lors de la bataille de Solferino, Henri Dunant, qui n'est pas médecin, retrouve spontanément l'idéal médical et le principe hippocratique. Lorsqu'il parcourt le champ de bataille entre tous ces blessés et ces morts
Il crie à ses bénévoles, et notamment ces femmes qu'il a mobilisées dans le petit village de Castiglione, à côté de Solferino, et qui sont là pour essayer d'aider. Et il leur dit « Occupez-vous autant des Autrichiens que des Français, car ils sont tous frères. » Et elles repartent, encouragées, s'occupant des uns et des autres, en criant « Tutti fratelli, tutti fratelli ». Il s'agit bien de mettre en œuvre la définition de l'humanitaire qui a été proposée pour la première fois par Diderot dans son encyclopédie. Est humanitaire tout ce qui vise le bien de l'humanité, c'est-à-dire toute action motivée par le prix accordé à chaque être humain. C'est ça la première définition, celle qui est donnée par Diderot. Et on voit bien le mélange qui est composé de l'apport du siècle des Lumières. On voit bien que l'humanitaire vient remplacer la charité, car on a un virage avec le siècle des Lumières. Mais en même temps, les données apportées par le siècle des Lumières se mêlent au fond de philanthropie chrétienne. Voilà pour ce qui est de l'intention. Alors le contexte ensuite, beaucoup plus difficile à décrire. J'ai longtemps viré, j'ai lu le petit ouvrage que sais-je de Ronnie Broman, La médecine humanitaire, vous pouvez le lire d'ailleurs à l'occasion, on y trouve énormément de choses. Mais il faut bien finalement à un moment ou à un autre s'arrêter. On peut dire que l'humanitaire intervient dans les failles que présentent les sociétés à un moment donné, que cet humanitaire essaie de les combler, ces failles, en permettant aux personnes touchées de retrouver leur autonomie chaque fois que c'est possible. Et ces failles, elles peuvent elles-mêmes relever de deux causes qui génèrent deux types d'exercices de médecine humanitaire différents. D'abord, le besoin humanitaire peut naître d'une rupture brutale de l'équilibre antérieur, qu'il soit causé par un conflit armé, par une catastrophe naturelle ou une épidémie. Ce peut être une guerre civile, un tremblement de terre, un tsunami, une épidémie de choléra parmi d'autres. Cette crise intervient généralement au niveau d'un groupe de population important. Alors je vous donne un premier exemple, le tremblement de terre en Haïti. Le séisme touche le pays le 12 janvier 2010, plus de 220 000 morts, plus de 310 000 blessés, 1 300 000 personnes sans abri. Les besoins médicaux sont criants et le système de santé du pays, qui n'était pas déjà très performant, est frappé lui aussi par la catastrophe qui a détruit ses hôpitaux, qui a blessé et tué des personnels de santé. J'ai vu l'école d'infirmières qui est tombée comme une pile d'assiettes. Toute une promotion d'infirmières était au rez-de-chaussée et a disparu en quelques secondes. Eh bien, naturellement, ce système de santé n'est plus en état de répondre aux besoins. Et c'est le prototype de l'intervention humanitaire d'urgence, laquelle se fait différemment selon les organisations. C'est pour ça que c'est un peu complexe de parler de la médecine humanitaire. Certaines organisations sont délibérément médico-chirurgicales, dédiées à l'urgence, comme Médecins sans frontières. Elles interviennent rapidement, elles installent leurs infrastructures avec hôpital de campagne, bloc opératoire, toute la logistique nécessaire pour produire l'eau spécialisée et l'électricité. D'autres organisations, comme la Croix-Rouge française, sont plus généralistes. Nous n'avons pas d'hôpitaux de campagne, nous n'avons pas de bloc opératoire, nous intervenons de façon différente. Nous avons, à Port-au-Prince, déployé 2 dispensaires sous tente, à Port-au-Prince même, avec 2 équipes médicales composées essentiellement de Haïtiens, supervisés par un médecin de la Croix-Rouge française, et ils ont prodigué des soins de santé primaires pendant des semaines et des semaines, à raison de 100 à 200 patients par jour. Plus de 20 000 consultations ont été effectuées. Et puis, le dispositif a été complété par 3 cliniques mobiles
qui ont été gérés par la Croix-Rouge française, et notamment les équipes de réponse urgente, et qui se sont rendus de manière itinérante sur une vingtaine de sites dans et autour Port-au-Prince pour apporter des soins de santé primaire aux populations qui ne pouvaient pas se déplacer. Là encore, près de 30 000 consultations et 152 000 personnes vaccinées contre la rougeole et le tétanos. Je vous dis des choses que vous savez, mais je veux ajouter encore autre chose. Nous avons, dans cette période, apporté un soutien psychosocial à des centaines d'enfants profondément atteints par le drame et qui avaient besoin de parler, de raconter, de s'exprimer, de dire ce qu'ils avaient vécu et comment ils l'avaient vécu. Cette activité de soutien psychosocial, elle est relativement récente dans le cadre de la médecine humanitaire. Elle procède de la prise de conscience que les corps ne sont pas les seuls à être blessés ou atteints dans des situations difficiles, et qu'il faut aussi se soucier des esprits. Et je serais tenté de dire même que s'intéressant à la globalité de l'homme dans cette approche holistique, la médecine humanitaire mérite plus que jamais son qualificatif d'humanitaire. Et puis, les organisations vocation médico-chirurgicale d'urgence, celles qui sont plus généralistes, et puis vous avez des organisations qui sont encore plus spécialisées, comme par exemple l'UNICEF, ne se consacre qu'aux enfants, Handicap International, qui ne s'intéresse qu'aux personnes qui sont handicapées et qui vont les suivre et les accompagner. Alors je voudrais prendre un deuxième exemple, parce qu'on a beaucoup parlé du tremblement de terre d'Haïti. Je voudrais prendre l'exemple de l'épidémie de choléra qui, elle aussi, est survenue en Haïti, mais je pourrais d'ailleurs très bien m'exprimer sur celle des Comores ou sur celle du Rwanda ou d'autres, parce que malheureusement, les épidémies dans de nombreux pays surviennent. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis au point une structure dédiée au choléra pour ce type d'intervention. Nous l'adossons généralement à un hôpital autant que faire se peut et nous déployons à partir de cette structure des unités de réhydratation pour les cas les moins sévères. Alors nous sommes en Haïti et nous sommes depuis plusieurs mois aussi au Tchad pour une épidémie de choléra qui s'est développée avec un centre de traitement à partir duquel nous animons des unités, nous donnons tous les soins nécessaires. On s'est adossé là à un hôpital régional, l'hôpital de Mongo, dans la région du Guéra, et nous allons nous retirer d'ici la fin de l'année, donc dans quelques jours maintenant, le pic étant passé. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que lorsque nous allons quitter le Tchad, nous allons laisser derrière nous une Croix-Rouge tchadienne renforcée dans ses capacités de réponse. Elle aura appris à gérer une telle situation, elle aura acquis son autonomie, car c'est un souci essentiel de laisser derrière soi les populations beaucoup mieux armées que quand la catastrophe leur est tombée dessus. Alors je pourrais prendre beaucoup d'autres exemples sur le tsunami du sud-est asiatique, les inondations au Pakistan, l'ouragan Mitch en Amérique centrale, mais je m'en tiendrai à ces deux exemples pour ne pas me laisser aller à raconter nos campagnes. Je voudrais en revanche souligner ce qui me paraît très important, parce que c'est souvent qu'à l'occasion d'une catastrophe, j'ai de mes confrères, amis ou élèves qui me téléphonent en disant « Si tu veux, je viens ». Les personnels soignants, comme les autres, doivent être formés, doivent être entraînés à ce genre d'intervention qui nécessite des connaissances particulières, non seulement la médecine et la chirurgie de guerre parfois, la chirurgie traumatologique qui s'en rapproche, mais aussi sur les règles de sécurité, sur les règles de vie en équipe, sur les précautions qu'il faut prendre dans des conditions parfois difficiles. La durée de vie est la durée de rotation est de 2 à 4 semaines. Les intervenants sont tous des bénévoles. Et il ne faut pas méconnaître que la médecine humanitaire, en situation de crise ou dans une autre situation, le contexte de pauvreté dont je parlerai dans un instant, ne peut jamais s'abstraire des enjeux de souveraineté du pays
dans lequel se déroule l'intervention. Je pourrais aligner les histoires de l'expulsion de MSF au Niger. Je pourrais parler malheureusement de la triste affaire de l'Arche de Zoé et du Tchad, et ainsi de suite. Quoi qu'on fasse, bonne intention, apport de compétences, dévouement, générosité, besoin réel, quand on est dans un autre pays, il faut se plier, quand bien même cela devrait-il coûter, à la souveraineté de ce pays. Alors, je ne vous parlerai pas des situations de conflit, parce que dans notre mouvement Croix-Rouge, c'est le Comité international de la Croix-Rouge qui a cette tâche, et moi je n'en ai pas l'expérience personnelle. Certaines ONG comme MSF sont expérimentées, présentes sur presque toutes les zones de combat, mais simplement un exemple. Dans le récent conflit en Libye, le partage des tâches au sein du mouvement s'est parfaitement organisé. Le CICR, le Comité international, était présent dans toutes les zones de combat et la Croix-Rouge française a été sollicitée pour renforcer l'hôpital de Benghazi en infirmières, essentiellement de blocs opératoires et d'anesthésie et réanimation, essentiellement, cher Alain Deloche, parce qu'on a un échec en commun, sans d'ailleurs toujours trouver les volontaires espérés. Alors ça, c'était la première faille. Vous voyez, c'est la rupture brutale d'un équilibre antérieur, qui n'était pas brillant, mais il y avait un équilibre. La deuxième faille à laquelle répond la médecine humanitaire peut résulter d'une situation de crise qui dure dans un contexte de faible développement. Et en pareil cas, les pouvoirs publics qui sont chargés de permettre l'accès de toute leur population aux soins de santé ne parviennent pas à remplir leur mandat. Et l'humanitaire vient alors pallier les manques de façon temporaire en accompagnant les personnes et les communautés vers leur autonomie. Ce temporaire, malheureusement, peut se prolonger beaucoup plus longtemps que prévu et confine alors à l'aide au développement. Les bénévoles sont souvent remplacés par des salariés. Je prends deux exemples rapides. Nous débutons un projet régional de santé materno-infantile au Sahel, plus précisément dans 4 pays, Mali, Mauritanie, Tchad et Niger, et cela, nous le savons, pour au moins 4 ans. Ce projet, assez ambitieux je crois, mais qui a été construit avec les autorités des pays et avec l'Agence française de développement qui va le financer, réhabilitation de centres de soins, formation de personnel médical, éducation à la santé des communautés, tout cela pour tenter de diminuer la mortalité maternelle et néonatale essentiellement. Vous le voyez, la médecine humanitaire vient là répondre à une situation de crise durable et le projet d'ailleurs peut à la fois prévenir ou prendre en charge des drames plus individuels, mais également renforcer le système de santé des pays qui, à terme, ont quand même la vocation à répondre eux-mêmes aux besoins de leur population. Deuxième exemple, unité nutritionnelle et d'information sur le VIH-Sida. C'est un partenariat que la Croix-Rouge française a avec la Croix-Rouge centrafricaine. C'est une unité qui est dédiée aux personnes infectées par le VIH et leurs proches. Elle intervient en synergie avec une prise en charge médicale et je vous montrerai en terminant mon propos cet exemple des centres de traitement ambulatoire créés et mis en place par mon prédécesseur à la Croix-Rouge, le professeur Marc Gentilini, et qui marche remarquablement bien. Enfin, il faut dire qu'autour de cela, nous apportons aussi le soutien psychosocial aux familles, nous assurons le continuum des soins, y compris dans leur vie au quotidien, séances collectives d'éducation nutritionnelle, repas communautaires, visites à domicile pour conforter les patients et identifier d'éventuels problèmes médicaux ou psychosociaux, des groupes de parole, des consultations d'ouvrages, d'informations et enfin des mises à disposition de contraceptifs, préservatifs et autres. Donc vous voyez deux exemples qui viennent s'opposer à l'urgence de tout à l'heure. Deux exemples de l'urgence, deux exemples de la durée. Et je pourrais ici, comme tout à l'heure,
poursuivre avec ce que nous faisons dans la Corne de l'Afrique pour lutter contre la famine et la malnutrition, et pour dire que dans certains pays, le nord du Cambodge, pour ne pas le nommer, on œuvre pour permettre une meilleure utilisation des cultures vivrières, de prodiguer des conseils, éduquer des populations, creuser des puits, potabiliser l'eau, car, comme tu l'as dit Christian, ça, c'est également un des objectifs de cette médecine humanitaire que d'embrasser la prévention et la santé publique au sens le plus large du terme. Vous le voyez, c'est pour ça que c'était difficile à définir. La médecine humanitaire étend parfois son action aux dispensaires de brousse, à l'éducation à la santé communautaire, à l'hygiène, à des campagnes de vaccination, à des distributions de moustiquaires imprégnés pour lutter contre le paludisme et la lutte contre une épidémie ou une endémie sévère. Alors à cet égard, je voudrais faire une parenthèse en rappelant que les premiers médecins humanitaires ont été des médecins militaires, tels que Jameau et Yersin, qui ont apporté des progrès considérables par leur découverte et leur stratégie. J'ai vécu dans ces pays étant jeune, je me souviens très bien du langage familier, on allait à la Tripano. À la Tripano, c'était tout simplement le centre de dépistage et de prévention de la trypanosomiase et de prise en charge. Et puis je voudrais rappeler ce que disait Jameau, souvent, hors du pays natal, toute campagne militaire doit d'abord être une campagne sanitaire. Quand même une très belle phrase que celle-là. Les militaires continuent d'être régulièrement impliqués dans de grandes catastrophes et des conflits. Et d'ailleurs, je veux vous dire que leurs interventions sont particulièrement précieuses grâce à leur organisation, leur entraînement, leurs équipements, la puissance de leur logistique qui les accompagne. Ce sont quand même les gros hélicos et les porteurs de l'armée qui nous permettent d'aller au-devant des populations que nous ne pourrions pas atteindre. Néanmoins, à la différence des humanitaires, l'agenda de la mission des militaires cesse lorsque le conflit cesse, en cas de conflit armé, ou lorsque la première urgence est passée. Et dès la fin des 3 premières ou 4 premières semaines, on voit les bateaux hôpital qui prennent le large, ils nous passent le relais. Les humanitaires prennent souvent le relais des militaires et ils peuvent rester bien au-delà des prévisions initiales. C'est d'ailleurs un des sujets qui est le plus crucial, une des décisions les plus difficiles. Quand faut-il prendre la décision de fermer une mission et de s'en aller, tant dans ce domaine, il est impossible de savoir si l'on a répondu à tous les besoins. Mais avant de poursuivre, je voudrais rappeler qu'il n'est pas besoin d'aller très loin, au-delà des mers ou sur d'autres continents, pour rencontrer des populations précaires, privées d'accès aux soins, notamment pour des raisons financières. Travailler en France est une démarche naturelle pour la Croix-Rouge. Elle a commencé à le faire dès la fin du XIXe siècle, je pourrais vous le raconter, mais j'ai la pendule en face de moi. Dès la fin du XIXe, elle a commencé à déployer en France des structures sanitaires pour venir en aide aux populations défavorisées. Alors, des dispensaires, des centres de PMI, des centres de vaccination, des maternités, des hôpitaux, avec une attention particulière pour les femmes et les enfants. Alors les temps ont changé, les besoins sont restés. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que dans sa démarche, la Croix-Rouge a commencé par travailler en France et qu'elle n'a commencé à intervenir à l'international que dans les années 60, après la décolonisation, car là, un nouveau regard était porté sur ces pays dans lesquels nos hôpitaux, nos personnels militaires, civils et militaires, médicaux et nos personnels sociaux étaient installés. Dès lors que décolonisation, il n'y a plus de personnel français, ni sanitaires, ni médico-sociaux, ni sociaux, et alors apparaît un besoin, et les humanitaires prennent en quelque sorte, avec la coopération au début, prennent le relais. C'est intéressant parce que toutes les sociétés Croix-Rouge font cela. Et la Croix-Rouge britannique l'exprime très bien
dans une formule « all over the world and around the corner ». Partout dans le monde, mais aussi au coin de la rue. À l'inverse, une ONG comme Médecins du Monde a commencé sur les traces de MSF par l'international. Et puis au bout de quelques années, ces dirigeants ont constaté la misère à côté et ils ont ouvert une mission France. Et MDM, aujourd'hui, anime des CASO, qui sont en quelque sorte des centres de santé animés par des bénévoles et avec des aspects médico-sociaux également, pour s'adresser aux populations les plus précaires. Alors la double idée que je souhaite vous faire passer ici maintenant, c'est que la médecine humanitaire n'est ni l'apanage de la seule urgence, contrairement à ce que croient quelquefois les médias et l'opinion publique. C'est la raison du livre « L'urgence humanitaire et après ». Quand on a sauvé quelqu'un de la noyade, on ne l'abandonne pas sur la plage. On essaie quand même de savoir comment il va se tirer de là dans la durée. Donc, la médecine humanitaire n'est ni l'apanage de la seule urgence, ni l'exclusif des pays dits en voie de développement ou les moins avancés. On le voit, au sens où nous l'entendons, la médecine est humanitaire quand elle intervient, je le redis, dans les failles des sociétés en s'attachant à les combler pour permettre aux acteurs de retrouver leur autonomie. Ronnie Broman parle, lui, de situations d'exception, ce qui revient strictement au même. Sont visées l'exception de l'urgence, l'exception de la précarité, qui menace l'une comme l'autre l'humanité de l'homme. Alors, avant de conclure par quelques photos vous montrant ce que nous faisons dans le domaine du sida, je voudrais quand même encore mettre l'accent sur deux points qui me paraissent importants. Le premier consiste à rappeler que la médecine humanitaire n'échappe pas, comme toutes les formes de médecine, plus particulièrement lorsqu'il s'agit d'urgence, à l'exigence d'une préparation rigoureuse en amont. Tenez-vous prêt à être prêt. Ce n'est pas au moment où survient la catastrophe qu'il faut commencer de rassembler les personnels et le matériel. Cela exige naturellement la présence de personnel permanent, responsable de la logistique et de la gestion des stocks. J'ai déjà évoqué tout à l'heure la formation obligée de tous les acteurs, la constitution de nos équipes de réponse urgente. Il faut savoir en outre que partir pour soigner, c'est quand même aussi organiser l'accès aux médicaments, à l'alimentation, à l'eau potable, à l'assainissement, à l'énergie parce qu'il faut de l'électricité. Il faut être prêt à partir en quelques heures, aussitôt les premières évaluations des besoins connus, ce qui veut dire aussi posséder les papiers nécessaires, les effets personnels indispensables. L'humanitaire ne sait jamais ni le jour ni l'heure. Et la médecine humanitaire suppose encore, parce que personne ne peut prétendre tout savoir faire, une organisation qui conduit souvent à coopérer avec d'autres associations. Ce que la Croix-Rouge fait avec les ONG, comme Électriciens sans frontières, ou encore l'UNICEF, ou Handicap International, et cher Alain, en Haïti, examinant dans un centre de santé un enfant dont il y avait eu une plaie dont je me pensais bien qu'elle ne guérirait pas toute seule et qu'il fallait la greffer. Lorsque j'ai dit « mais là, il faut une greffe », l'infirmier m'a dit « mais on ne peut pas faire ça ici ». Eh bien, il y avait l'équipe de la chaîne de l'espoir qui était à quelques dizaines de mètres et dans les minutes qui ont suivi, un médecin ou un chirurgien de l'équipe est venu et l'enfant a été greffé. Je veux donc dire qu'on peut faire des miracles à condition de savoir ses limites et de faire appel à tous ceux qui sont capables d'apporter leurs propres compétences et savoir-faire. J'ajoute que nous avons également, parce que c'est indispensable, créé 3 plateformes d'intervention régionale dans 3 zones qui sont parmi les plus exposées aux catastrophes. Une
dans les Antilles-Guyane, qui est basée en Guadeloupe, une à Saint-Denis de la Réunion, parce que l'océan Indien, Madagascar, Seychelles, Maurice, Zambie, il y a souvent des ouragans et des cyclones, et puis la troisième en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est une zone qui est également très exposée sur le plan des catastrophes. Donc, premier point, être prêt, formé, et on peut partir dans l'instant. Le deuxième point, plus ennuyeux celui-là, c'est que pour pouvoir intervenir, la médecine humanitaire a besoin de pouvoir bénéficier d'un espace humanitaire protégé, où elle peut aller librement vers les personnes vulnérables, bien sûr en respectant les principes de neutralité, d'impartialité et d'indépendance. Ces espaces, ils sont en principe prévus par le droit international humanitaire. Malheureusement, de plus en plus aujourd'hui, ces conditions de sécurité ne sont pas respectées par les parties en présence, loin de là. Et je veux vous dire que la médecine humanitaire est aujourd'hui de plus en plus menacée, pas seulement dans les zones de catastrophe ou de conflit, mais regardez au Mali, regardez en Mauritanie, regardez au Sud-Soudan, regardez en République démocratique du Congo. Ça a fait l'objet d'un sujet essentiel de préoccupation lors de la conférence internationale de notre mouvement à Genève il y a 15 jours. Un rapport du CICR qui a été présenté en août dernier conclut que dans le monde entier, les attaques contre les personnels de santé, les structures médicales, les véhicules sanitaires lors de conflits et de troubles violents privent des millions de personnes de soins de santé au moment même où elles en auraient le plus besoin. Je n'ai pas besoin d'insister sur les prises d'otages, les assassinats et autres attaques. Le rapport du CICR a été fait dans 16 pays et il montre que la violence aujourd'hui est un obstacle majeur à l'exercice de la médecine humanitaire. Je vous donne un exemple qui est particulièrement significatif, même s'il est déjà lointain. Un seul acte de violence, l'assassinat de 6 infirmières du CICR et de la Croix-Rouge à Novi Ataji en Tchétchénie le 17 décembre 1996, a privé chaque année quelques 2000 blessés des soins dont ils avaient besoin. Donc, oui, un bel idéal, mais malheureusement, il est beaucoup de circonstances où l'on ne respecte même pas cela. Aujourd'hui, renversement de l'histoire, alors que nous circulions librement avec nos véhicules Croix-Rouge, on est quelquefois obligé de circuler dans des véhicules banalisés si l'on veut éviter de servir de cible. Alors, juste 4 ou 5 diapositives. Donc, je vais vous parler du sida, de l'expérience des centres de traitement ambulatoire créés par Marc Gentilini. Vous voyez que dans ce dispositif, on assure le dépistage, la prise en charge médicale, les conseils, le soutien psychosocial, les soins à domicile et le soutien nutritionnel. En réalité, ce qui est très original, c'est qu'il y a le cœur du dispositif, l'amont et l'aval. En amont, on fait de l'éducation à la santé, de la prévention des maladies sexuellement transmissibles. On explique la prévention de la maladie. Dans le cœur du dispositif, on fait le dépistage, on assure la prise en charge et on assure les conseils, le soutien psychosocial. Et puis après, en aval, on a des bénévoles de la Croix-Rouge du pays dans lequel on est qui vont à domicile pour vérifier qu'il y a une bonne observance du traitement, pour vérifier qu'il y a un bon apport nutritionnel et pour vérifier qu'il n'y a pas de discrimination, car ça ne servirait de rien de soigner quelqu'un si on devait en faire un exclu. Donc voilà ce qui a été fait depuis 1994 dans les différents pays où on a installé un centre de traitement ambulatoire. Alors, je ne vais pas vous lire toute la liste, mais ce qu'il faut savoir que nous avons continué, j'ai pris le relais de Marc Gentilini, nous avons continué d'ouvrir des CTA. Fin 2004, on avait 3000 malades sous ARV et nous avons continué de progresser avec des contrats avec le Fonds mondial, dont 5 sont en cours encore dans 4 pays.
Nous avons ouvert des CTA en République centrafricaine, au Maroc, au Sénégal, à Bobo-Dioulasso. Nous avons rendu les CTA à leur gouvernement, car après tout, nous n'avions plus rien à y faire. Nous avions formé les équipes, ils étaient devenus autonomes. Et nous étions passés à 16 000 patients sous ARV. Maintenant, nous en sommes à 14 000 sur une file active de 22 600 patients. Et quelques exemples de ce que sont ces CTA sur le plan architectural. Vous le voyez, c'est modeste, c'est un rez-de-chaussée, c'est évidemment une architecture qui essaie d'aller avec le paysage. En haut, c'est la Mauritanie, la République centrafricaine, le Gabon, Libreville au Gabon encore, Franceville, Port-Gentil, car là, il y a une volonté politique. Nous en sommes à 10 structures de lutte contre le CTA. Et actuellement, après avoir rendu au gouvernement ceux dont on estimait qu'ils n'avaient plus besoin de nous, nous en gérons encore 7, comme je vous l'ai indiqué, avec presque 15 000. Et vous voyez que les équipes sont constituées quasiment dans leur intégralité de personnels nationaux qui ont été formés, suivis et qui maintenant, pour la plupart, sont totalement autonomes. Alors, comme on voyait que le programme SIDA diminuait parce qu'il devenait de plus en plus autonome, nous avons pris le relais parce que j'ai voulu une initiative santé nouvelle avec les axes d'intervention qui sont toujours VIH-Sida, maladies infectieuses. L'amélioration des soins de santé primaires, c'est essentiellement les centres de santé, les cases de santé, la lutte contre la malnutrition. Et alors quelque chose de tout nouveau, dont je vous laisse apprécier si oui ou non c'est de la médecine humanitaire. Mais nous avons ouvert 3 écoles d'infirmières, parrainées par nos écoles d'infirmières de la Croix-Rouge, à Rabat, à Casablanca, à Bamako, je dis 4, on en est à 5, également à Bangui, et enfin au Burundi, à Bouillé, dans cette petite ville du Nord, parce qu'en définitive, un des grands problèmes, c'est moins les murs que les personnes qui les habitent et qui les font vivre. Et donc, former du personnel me paraît essentiel. Je vous remercie. Alors, nous avons 3 discutants. Nous avons en premier Alain Deloche qui va prendre la parole, ensuite Francine Leca. Et comme nous avons une longue histoire avec l'association Solem, c'est-à-dire les étudiants de la faculté qui visitent et qui interviennent sur ce domaine et ce lieu d'action, nous aurons le témoignage de sa représentante ici. Donc on va commencer par Alain, si tu veux bien. Ça marche. Alors d'abord, Christian, un double merci. D'abord de m'avoir invité. Le second merci, c'est de m'avoir évité de traiter la médecine humanitaire. Car chaque fois qu'on me demande de définir la médecine humanitaire, je suis dans la gêne. Alors, merci à Jean-François, c'était magistral. J'ai rien à ajouter. Simplement, d'abord, mettons-nous d'accord, la médecine humanitaire n'est pas une succursale de la médecine. C'est de la médecine. J'ai l'impression d'être médecin. Que je sois là-bas ou ici, je n'ai pas les mêmes moyens, mais je suis le même médecin. Alors, c'est vrai que j'ai participé à la naissance de ce qu'on a appelé après les French Doctors. C'était dans les années 70. C'est vrai que la médecine humanitaire à cette époque-là était basée sur l'urgence, comme tu l'as souligné. MSF est né sur l'urgence. Alors après, évidemment, les choses ont évolué. Alors maintenant, c'est un vaste ensemble qu'on peut définir, qu'on a du mal à définir de par les moyens que dispose maintenant la médecine humanitaire en comparaison avec 70. Et voilà, donc ça va de l'urgence, tu l'as cité, jusqu'à la prévention.
Et donc, d'abord, soulignons qu'au début de ce 3e millénaire, la médecine humanitaire existe. Elle est même enseignée. Alors, voilà, avant de peut-être vous passer un film, je ne sais pas s'il est là. Souvent, on me demande, mais comment vous vous sentez humanitaire, vous? Une question humanitaire, je ne comprends pas très bien la question. Mais je réponds par une boutade. Je réponds, c'est l'étrange impression d'être indispensable quelque part. Ça couvre tout. Donc, je reste sur cette impression générale. Là, pour la chaîne de l'espoir, si la technique marche, elle va. Je vous passe simplement un film qui résume nos 10 ans d'activité, 10-15 ans. Ça évite tout discours. Et comme ça, après, on peut répondre aux questions ou enchaîner le débat.
Voilà une expérience de 10 ans, 15 ans. Juste quelques chiffres maintenant. Nous sommes donc une sorte d'exemple de petite association qui s'est donné un but assez simple, la chirurgie chez l'enfant. Et déjà, c'est un vaste programme. Pour l'instant, on peut dire qu'on prend en charge 100 000 enfants dans 32 pays dans le monde par an et qu'on en opère à peu près 5 000. Voilà. Et vous avez vu, la dernière figuration, c'était que nous sommes de plus en plus vers un réseau international, européen, américain et asiatique. Cher Hervé, cher Patrick, merci pour cette invitation. J'ai bien sûr été tout à fait passionnée par la conférence de M. Mattei. J'ai beaucoup apprécié le film d'Alain Deloche et j'avais demandé à Christian vous avez vu sur le programme, il y a Francine Leca, Alain Deloche, parce que la courtoisie, je pense, de ces messieurs voulait que la dame parle en premier. Mais moi, je tenais à ce qu'Alain présente d'abord son expérience parce qu'il a une grande antériorité sur... la chaîne de l'espoir a une grande antériorité sur mécénat. En d'autres termes, j'ai un peu copié ce que faisait Alain Deloche, mais de façon encore plus modeste. J'ai l'impression qu'au point de vue humanitaire, là, on va vers des activités de plus en plus modestes. Mécénat chirurgie cardiaque, c'est le même domaine que celle du professeur Deloche, c'est la chirurgie cardiaque de l'enfant. Toi, tu es plus diversifié dans d'autres chirurgies, bien qu'étant chirurgien cardiaque. Moi, nous nous sommes spécialisés véritablement dans la chirurgie cardiaque de l'enfant et avec une formule là aussi plus limitée qui est de faire venir les enfants. Vous avez vu que dans le film, il y a beaucoup de missions qui se déplacent, il y a des hôpitaux qui sont construits à droite et à gauche et puis certains enfants, on a vu dans l'avion, accompagnés, j'imagine, par les gens d'Aviation Sans Frontières, qui sont pour nous tous des collaborateurs fantastiques, qui nous amènent les enfants des différents pays. Les pays que nous recouvrons, c'est globalement les mêmes. C'est essentiellement à 50% l'Afrique noire. Il y a aussi un petit peu l'Afrique du Nord, mais il y a aussi l'Asie avec le Laos. Alors maintenant, le Vietnam peut, puisqu'on a vu les magnifiques installations, et je suis impressionné de voir le luxe presque de ces salles de réanimation et de ces salles d'opération. Et puis, beaucoup d'autres endroits à travers le monde. On parlait tout à l'heure de Madagascar, où il y a une pauvreté absolument impressionnante. Donc, nous recevons des dossiers, des demandes. C'est d'ailleurs comme ça qu'il y a 15 ans maintenant, nous avons eu l'idée de créer Mécénat chirurgie cardiaque. C'était en fait très précisément pour répondre à des demandes. Étant dans un service de chirurgie cardiaque pédiatrique, il y avait beaucoup de personnes de différents pays qui écrivaient... qui envoyaient des messages en disant « Accueillez notre enfant, on ne sait pas comment le faire opérer ». Et c'est de là qu'est venue l'idée de créer l'association, parce qu'avec une association, on récolte des fonds, et avec les fonds, on peut faire venir les enfants. Donc ils viennent sans leurs parents, ils sont accueillis dans des familles. Tu n'as pas beaucoup montré d'images parce qu'on ne peut pas tout montrer, mais les familles d'accueil, c'est quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement vivant, d'extrêmement fantastique, je trouve. J'ai une admiration et un amour pour les familles d'accueil. Elles vont accueillir ce petit enfant pendant environ 1 mois et demi, l'accompagner à l'hôpital, vivre son intervention, sa maladie, ses risques opératoires, car il y en a, comme si c'était leur propre enfant. Les enfants sont opérés à Paris, bien sûr, mais aussi dans la plupart des villes de province en France où il existe de la chirurgie cardiaque pédiatrique, car c'est une spécialité dans la spécialité. Il se trouve qu'à Pompidou, où travaille Alain Deloche et où je vais opérer un petit peu aussi, grâce à lui, il y a pu y avoir une dérogation, on va dire, qui fait qu'un enfant de 10 ans, d'ailleurs c'est en poids, n'est-ce pas? C'est au-dessus de 20 kilos, c'est au poids. Ça m'est arrivé d'ailleurs de dire à une famille, faites-le bien manger parce que je pense que dans 8 jours, il aura atteint les 20 kilos. Il faut qu'il y ait le poids nécessaire pour rentrer dans différentes structures parce que les anesthésistes en particulier
foyers ne souhaitent pas endormir des enfants s'ils sont dédiés à la chirurgie de l'adulte. Donc bref, tout ceci pour vous dire que la chirurgie cardiaque pédiatrique est véritablement une entité et qu'il faut des gens formés à cette chirurgie, des équipes formées à cette chirurgie. Et il y en a je dirais, tout bien compté, une vingtaine en France, dans les principales villes de France. Et c'est là que nous envoyons les enfants. Bon, notre bilan, évidemment, il est très, très, très loin de tout ce qui vous a été présenté, puisque nous, en 15 ans, nous avons pu opérer 1800 enfants. Je dois dire que ce sont souvent des enfants, y compris des enfants très petits, avec des cardiopathies souvent un petit peu compliquées, qu'on appelle les cardiopathies congénitales. Parce que, sans vous faire un cours de médecine ni de cardiologie, il faut quand même savoir que le cœur d'un enfant peut être atteint de deux façons. Soit il va naître avec sa malformation, c'est-à-dire tout est mal fichu à l'intérieur, il va falloir réparer tout ça, il va falloir rediriger les circuits sanguins, fermer les trous, ouvrir les rétrécissements, ça c'est les malformations de naissance. Et un chiffre qui, je pense, vous frappera quand même, c'est de dire que 8 enfants sur 1000, c'est-à-dire près d'un enfant sur 100, va naître avec une malformation cardiaque congénitale, ce qui est quand même, je ne sais pas l'effet que ça vous fait quand je vous dis ça, moi je trouve que c'est très important. Parce qu'on pourrait dire la chirurgie, oui, faire de la chirurgie cardiaque de l'enfant dans le domaine de l'humanitaire, c'est quand même, il vaudrait peut-être mieux les vacciner, les nourrir, c'est un peu du luxe, entre guillemets. Pas tellement, parce que 8 sur 1000 naissances, c'est pas négligeable. Sur ces 8 sur 1000, il y en a 3 sur 1000 qui vont mourir globalement si vous avez vu des images épouvantables, ce gros ventre, ces enfants cachectiques, c'est-à-dire ces enfants qui vont mourir, et avec la chirurgie, on va les rendre à la vie. C'est une chirurgie miracle, la chirurgie cardiaque. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais de complications, qu'il n'y a jamais de décès, mais globalement, dans plus de 90% des cas, c'est d'un enfant mourant qu'on va pouvoir faire un enfant qui va rentrer chez lui, au bout d'1 mois et demi à 2 mois, qui va rentrer chez lui véritablement en bonne forme. Donc ça, c'est les malformations congénitales. Et puis, vous avez, je pense, entendu parler aussi de ce qu'on appelle le rhumatisme articulaire aigu, qui est une atteinte infectieuse que nous n'avons plus dans nos pays, mais qui sévit encore dans beaucoup de pays et qui provoque des lésions valvulaires considérables, et là encore, qui va entraîner le décès de l'enfant. Donc, chirurgie de luxe, non. Chirurgie qui demande, vous vous en doutez, de la précision, de la technique, de l'argent, parce que c'est une chirurgie, malheureusement, c'est une chirurgie qui coûte cher, et c'est une chirurgie qui doit être faite dans de très bonnes conditions. Je prenais des notes quand M. Mattei parlait, je peux être que d'accord avec absolument tout ce qu'il a dit, et entre autres, la formation. La formation, on bricole pas. Alain l'a dit aussi, on n'est pas des humanitaires, on est d'abord des médecins, des chirurgiens. Et en particulier, quand on s'adresse au cœur d'un enfant, il faut que ce soit nickel chrome, il faut que ce soit parfait. Combien de fois j'ai vu des enfants qui avaient été mal opérés par des gens qui ne savaient pas opérer, et c'est une catastrophe. Il aurait mieux fallu les laisser mourir tranquilles que de les saccager, comme on dit. Donc c'est une chirurgie qui demande véritablement à être faite au mieux des possibilités. Et c'est pour ça que j'ai pensé qu'effectivement, les faire venir, finalement, c'est une autre formule, hein. On n'a pas une formule, on en a des dizaines différentes. Chacun fait en fonction de son tempérament, de son idée, de son envie. Moi, j'ai choisi celle de faire venir les enfants, de les opérer ici et ensuite de les renvoyer chez eux. Et après, je lisais ça aussi. Et après, c'est effectivement quelque chose de très important. Plus qu'important, essentiel, dans ce petit domaine que nous vivons, nous essayons d'assurer un après, bien sûr, pour l'enfant. Là, c'est pas des grandes visions nationales, c'est véritablement quelque chose qui s'adresse à chaque individu. Donc, quand l'enfant rentre,
il faut absolument essayer de le suivre, qu'il soit, parce qu'on a beau avoir été opéré, il y a quand même souvent besoin d'un suivi, l'enfant va grandir, et il faut pour ça des médecins compétents. Et la formation, vous l'avez dit aussi, est un point tout à fait essentiel. C'est pour ça que nous avons créé, il y a, ça doit faire maintenant 8 ans environ, une formation des médecins pour faire venir, toujours, vous voyez, moi je suis très paresseuse, je ne vais pas courageusement, comme font nos amis, je fais venir à moi des médecins qui sont des cardiologues ou des pédiatres émanant de tous les pays. Je vois qu'on va toujours finalement un peu dans les mêmes pays. Les faire venir pendant un mois ici en France pour avoir, on leur offre le séjour, on leur offre l'enseignement pour avoir une formation que j'ai appelée accélérée, mais intensive en cardiologie pédiatrique, parce que bien sûr la chirurgie c'est l'aboutissement, mais avant, il faut des bons médecins cardio-pédiatres pour faire des bons diagnostics, poser les bonnes indications, et quand les enfants sont opérés, pouvoir les suivre. Donc on a formé comme ça une 60aine de cardiologues et de pédiatres, et je puis vous assurer qu'on en sent aujourd'hui absolument le résultat. Donc ça, c'est déjà un petit peu dire après, qu'est-ce qu'on fait. Et puis il y a un autre après, qui est celui du parrainage scolaire. Parce que ces enfants, souvent, vous les voyez arriver, ils sont vifs, ils sont intelligents, ils ne vont pas à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas marcher, que l'école est souvent à des kilomètres. C'est même pas, il y a des problèmes d'argent, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une impossibilité de se rendre à l'école. Et les familles d'accueil nous disent souvent, mais c'est épouvantable de penser qu'ils ne vont pas être scolarisés, alors qu'en un mois et demi, ils ont commencé à parler français, ils commencent à écrire, ils commencent à compter. Et c'est ce qui nous a donné l'envie d'accompagner ces enfants après et de créer donc une cellule parrainage, c'est-à-dire de pouvoir, dès leur retour au pays, les suivre, les faire suivre. Et croyez-moi, c'est pas facile du tout, parce qu'effectivement, on n'arrive pas, on ne peut pas s'immiscer dans la vie d'une famille, dans la vie d'un pays, mais on essaye quand même de leur faire suivre une scolarité. Et chacun a ses petits bonheurs dans la vie. C'est vrai que le jour où j'ai été à Bamako assister à la thèse, la soutenance de thèse d'une jeune femme docteur en médecine que j'avais opérée 10 ans auparavant d'une cardiopathie. On ne va pas raconter nos histoires de chasse, mais c'est des choses on a tous eu les mêmes histoires et ça nous touche beaucoup. C'est-à-dire que ce n'est pas one shot, c'est véritablement des enfants que l'on remet dans le circuit de la vie. Merci beaucoup. Alors, une question pourrait se poser, on pourrait se poser comme question, et la relève. Et la relève, il y a 3 ans, à un congrès à Berlin, où d'ailleurs Alain se trouvait, où Axel Kahn se trouvait, où notre doyen se trouvait, nous l'avions préparé et on s'était posé la question, qu'est-ce que l'université Paris-Descartes peut, dans ce colloque qui était un colloque d'excellence avec l'Institut Karolinskaya, avec, il y avait Harvard, etc. Qu'est-ce que l'université Paris-Descartes peut proposer comme excellence? Et justement, c'était ce mot que déteste un tout petit peu Alain, que j'avais proposé, qui était en effet la médecine humanitaire. Et c'est vrai que ça a été un véritable succès. Et dedans, il y avait l'après, il y avait la relève, c'est-à-dire qu'il y avait nos étudiants en thèse, Laurent Bonnardo, qui présentait un circuit de télémédecine qui était francophone, alors qu'il en existait déjà anglophone, le Swing Fund, et qui, avec Médecins sans frontières, développait justement les connaissances, comment les connaissances du Nord pouvaient, avec les aspects culturels, être intégrées par les médecins, et comme l'a dit Jean-François, comment faire en sorte que la formation des médecins du CRU soit plus particulièrement, aidée.
Ceci est un exemple comme quoi la relève se monte, puisque ce sont des thèses d'université, mais il y a aussi les étudiants en médecine. Et c'est pour ça que je suis tout à fait heureux de donner la parole à la représentante de Solem, qui, donc, association qui depuis longtemps, et vous allez bien nous le préciser, fait un certain nombre d'actions dans ce domaine. Vous avez la parole. Merci. Donc moi, c'est Oriane Marzouk, je suis l'ancienne présidente de Solem donc l'année dernière. Donc Solem, c'est pas tout à fait de la médecine humanitaire puisqu'on n'est pas médecin. Et en fait, on n'utilise pas vraiment le mot humanitaire, mais plutôt solidaire, puisque nous, on met derrière le mot humanitaire plutôt la médecine d'urgence. Donc un peu toutes les situations de l'urgence et la solidarité, plus qui est de l'aide au développement. Donc Solem a eu beaucoup de projets d'aide au développement qui ont duré assez longtemps, qui avaient des budgets entre 5 et 20 000 euros et qui avaient beaucoup de difficultés à être évalués et à avoir une certaine pertinence, dans le sens où l'équipe changeait chaque année pour pouvoir partir. Et que finalement, on se posait beaucoup de questions sur ce type de projet-là. Et la place de l'étudiant en médecine, d'aller là-bas dans des pays du Sud, faire tout ça. Donc, à la fois, on ne parle pas de médecine humanitaire, et pourtant, il y avait des projets qui avaient de la prévention, et donc ça se rapproche finalement de ce dont vous avez parlé tout à l'heure. Et là aussi, on peut se poser la question de la pertinence, dans le sens où c'était des actions extrêmement ponctuelles sur place, qui pouvaient durer 3 semaines, 1 mois, en fonction des possibilités étudiantes. Donc très, très ponctuelles. Et que... voilà. Finalement, on a décidé on a commencé il y a 2-3 ans des formations. Donc on a fait appel un peu à des professionnels chargés de l'évaluation de projets d'ONG ou des commissions d'experts qui évaluaient un petit peu pour pouvoir remettre en question tout ça. On utilisait des animations d'éducation citoyenne et solidaire, donc un peu de l'éducation populaire et des animations sous forme de jeux de rôle où on a l'occasion de débattre sur toutes ces questions. Et finalement, on s'est plus tourné vers des projets beaucoup moins ambitieux et beaucoup plus tournés vers la rencontre, parce qu'en étudiant un petit peu les motivations des étudiants à partir faire un projet qui dise humanitaire, il y avait beaucoup, donc il y avait cette envie d'aider et de se rendre utile, mais il y avait aussi beaucoup cette envie de rencontrer et de voyager, et de s'ouvrir un peu aux autres et au monde qui nous entoure. Et du coup, cette année, ont été lancés des projets beaucoup plus thématiques, que ce soit sur les migrants ou toujours dans le domaine de la santé, mais plus axés prétexte à la rencontre. Donc beaucoup moins ambitieux, avec des budgets beaucoup plus simples et donc plus à la hauteur de ceux des étudiants. Donc voilà, et ça nous permet en fait derrière de leur proposer aussi une réflexion sur des problématiques politiques, et du coup de faire tant de la citoyenneté que de la solidarité. Voilà, et finalement c'est beaucoup plus agréable de travailler comme ça, parce que ça turlupinait pas mal de monde de faire ces choses-là. Beaucoup rentraient en se demandant mais qu'est-ce qu'on a fait là-bas, est-ce que vraiment on était légitime de le faire, et quelle image on donne aussi du blanc sur place, parce que personnellement, et de ce que j'ai entendu d'autres personnes qui sont parties, notamment en Afrique, il y a une image du blanc qui est celle d'une supériorité qui est assez désagréable, et qui je pense, l'ensemble des projets étudiants qui partent là-bas se positionnent malgré eux d'une manière supérieure, et qui font perdurer finalement cette image de la colonisation et de la post-colonisation. Et le dernier aspect, c'est finalement, on se demande aussi la pertinence d'un projet comme ça,
et de tout projet humanitaire face aux questions politiques et économiques qu'il peut y avoir dans les pays, dans ces pays. Voilà, merci. Vous démontrez combien d'ailleurs la réflexion éthique irrigue votre pensée, et on pourrait dire que tout ce que nous avons entendu jusqu'à maintenant, c'est en définitive humaniser la vie. Et il y a les deux aspects, l'urgence humanitaire et humaniser la vie. Vous vouliez encore compléter? Allez-y. On m'a posé la question de donner un exemple. Des exemples, le premier qui me vient en tête, c'est justement un projet au Vietnam où ils ont travaillé avec la Croix-Rouge vietnamienne sur des microcrédits qui ont... ils sont revenus pas très bien en fait, de ce projet parce que le communisme, des questions... c'était très difficile de communiquer et d'avoir des vraies réponses parce qu'il y avait cette politique du pays, parce qu'il y avait une mauvaise communication, une mauvaise compréhension sur place. Sinon, moi personnellement, dans mon expérience au Mali, un projet qui rentrait dans le programme de gestion de l'État des déchets biomédicaux et qui n'avait pas du tout sa place, où finalement on était là une fois par an et on voyait de manière ponctuelle ce qui se passait, donc c'était pas du tout possible de gérer ça, et voilà, c'est pareil, ils nous attendaient chaque année, donc il y avait cette création de dépendance et cette image encore des petits étudiants blancs qui peuvent venir nous aider alors qu'eux-mêmes ont la compétence et la formation pour gérer ces questions-là. Voilà, ces deux exemples. Je vous propose de poser des questions. Maintenant, vous avez la chance d'avoir une brochette humanitaire qui humanise la vie. Donc, je monte. Voilà. Oui. Allez-y. Bonjour, oui. Quel impact pour... je suis Guillemette Huttard, je suis conservateur à la Bibliothèque interuniversitaire de santé à Paris-Descartes. Et j'ai travaillé pendant longtemps en fait en hématologie à l'hôpital Saint-Louis. Je me posais la question, c'était, vous savez que le centre de médecine tropicale de Marseille va fermer et former beaucoup de médecins pour toutes les maladies tropicales. Il y avait beaucoup de médecins étrangers qui venaient aussi se former. Quel pourra être l'impact de cette fermeture? Et qu'est-ce qui est prévu pour y remédier? C'est pas moi qui peux répondre. Il faut avoir des notions précises, là. C'est peut-être un peu... Vous voulez dire si nous relâchons notre compétence et dans la formation dans le domaine des maladies tropicales et infectieuses? Je pense que c'est une catastrophe absolue. C'est une catastrophe absolue. Je suis en train de me battre pour essayer de faire en sorte que l'équipe militaire de service de santé militaire reste au Pharo, ou à Marseille en tout cas, où ils ont des projets de recherche avec notre faculté. C'est pas possible autrement. C'est pour ça, je ne veux pas empêcher les questions, donc on va voir. Et puis si j'ai un tout petit peu de temps, moi je vous proposerai un schéma, la façon dont je conçois l'action humanitaire au milieu du développement. Parce que il y a beaucoup de confusion là-dessus. Je suis content qu'Alain Deloche ait adhéré au fait que je sois parti de l'urgence pour vous montrer que ça a évolué. Vous avez d'emblée dit l'humanitaire, c'est l'urgence. Ce qui me paraît être une erreur profonde, et donc ça serait bien qu'on ait un petit échange là-dessus éventuellement. Oui, bonsoir. Oui, Dr Zawani, je suis de l'association de compétences marocaines du monde. Donc, je suis très ravi d'entendre ces conférences, et Dieu sait qu'on a besoin exactement de ces conférences, ces éclaircissements, cette expérience dans notre pays. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des projets, par votre expérience, de monter des deuils de formation dans la médecine humanitaire dans le pays d'origine? C'est-à-dire, nous, par passage ici, on voit pas mal d'actions. Et j'apprécie bien de toute façon la dernière intervenante quand il parlait exactement faire de la médecine humanitaire. C'est pas, il faut être médecin avant de faire n'importe quoi parfois par rapport aux erreurs qu'on fait parfois dans ces choses-là.
Voilà, est-ce qu'il y a un projet en cours ou un projet dans ce sens-là? Merci. Écoutez, je ne veux pas parler pour d'autres organisations que la mienne, mais la Croix-Rouge française appartient à une fédération internationale de 187 sociétés nationales, et un de nos principes un principe fondamental de notre action, c'est nous n'intervenons dans un pays qu'à la demande de la société sœur sur un programme élaboré avec elle. Elle nous accueille, nous faisons des équipes mixtes et le but est de partir quand elles savent assurer elles-mêmes. Et les deux exemples que je citais tout à l'heure, l'école d'infirmières de Casa et de Rabat, je suis allé inaugurer il y a quelques semaines celle de Casa et ils m'ont dit écoutez, c'est la deuxième pour laquelle vous nous aidez, la troisième on l'a fait sans vous à Kenitra parce qu'on a compris et maintenant on le fera nous-mêmes. Voilà, c'est ça, je crois, qui est important. Oui, Laurence Azoubakri, avocat. Et j'interviens peut-être en qualité de vice-présidente de Adassa France, qui est une belle association. Mais d'abord, je voulais remercier tous les intervenants pour la richesse de leur expérience. C'est toujours très important de pouvoir vous écouter. Oui, mon intervention est la suivante. En réalité, Adassa France est un hôpital qui se trouve à Jérusalem et qui fait une œuvre humanitaire et je dirais aussi une œuvre de paix, puisque c'est un hôpital qui a été nominé pour avoir le prix Nobel de la paix en 2005. Et il intervient régulièrement il y a des missions qui sont faites donc dans le monde entier. Chaque fois qu'il y a une crise, l'hôpital Adassa intervient. En France, on essaye d'œuvrer et chaque année, on essaye d'ouvrir un nouveau service. Par exemple, cette année, on a ouvert à Jérusalem le service de la mère et de l'enfant. Donc chaque année, il y a un nouveau service dans les nouvelles tours. Alors ma question était la suivante. Adassa a créé un partenariat avec Gustave Roussy. Est-ce qu'on pourrait envisager, par exemple, de conjuguer nos efforts respectifs et de créer un nouveau partenariat avec la Croix-Rouge, par exemple? C'était ma question. Alors, avec la Croix-Rouge, pourquoi pas? La précaution prête, savoir que nous ne pourrons jamais aller travailler à Jérusalem avec un partenaire si nous n'y sommes pas conviés par notre société sœur qui est le Magen David Adom. Et que nous n'allons pas travailler en Israël sans que la Croix-Rouge, ou l'équivalent, le Magen David Adom, ne soit d'accord. Donc, si le Magen David Adom, saisi par cet hôpital d'un projet, si le Magen David Adom disait « on pourrait faire un partenariat avec la Croix-Rouge française », alors nous serions prêts à l'examiner. Mais tout seul, non. Vous voyez, c'est bien ce que j'ai dit, nous n'intervenons que si nous sommes sollicités. Oui, je suis médecin. J'ai l'âge d'avoir été élève de conf de maître de Loche et je suis plus âgée que la jeune étudiante. Et justement, je suis étonnée que ce soit elle seule qui ait parlé de l'image, entre guillemets, de l'homme blanche. Est-ce que les personnes aux cheveux blancs peuvent nous dire ce qu'ils vivent quand ils sont là-bas ou en tant que médecin, il n'y a plus d'histoire de couleur? C'est vous qui répondez. Cheveux blancs. Le blanc. L'homme aux cheveux blancs, c'est un avantage d'avoir les cheveux blancs déjà en Afrique et en Asie. Je ne comprends pas du tout ce débat, il est complètement à côté. Vous êtes complètement à côté, là. Oui, différence. Il faut d'abord aller sur le terrain. C'est vrai qu'il y a 40 ans, on n'arrivait pas de la même façon qu'aujourd'hui. Il y a 2 jours, j'étais à Brazzaville, je vous assure, la première personne que j'ai été voir, c'est monsieur le doyen de Brazzaville. Et qu'on ait mis en place des projets. C'est-à-dire que, évidemment, si on arrive à plein de superbes en disant qu'est-ce que vous faites, ça ne va pas aller. Et simplement, il faut se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire le respecter, c'est se mettre à sa place. Qu'est-ce que moi je ferais dans cette situation? C'est tout. Alors maintenant, on confond. J'ai été confronté plusieurs fois à des jeunes étudiants qui disent on va faire de la médecine humanitaire. Je pense que tu peux être témoin que j'ai toujours dit d'abord se former. L'étudiant qui va à la rencontre de l'autre, j'aime beaucoup cette formule, de l'autre étudiant en Afrique, en Asie ou ailleurs, pour se mettre à sa place et faire des échanges.
Parce qu'en effet, il ne voit pas très bien la supériorité de l'étudiant blanc par rapport à l'autre. Je ne vois pas très bien ça. Donc, je m'excuse, il y a des moments où je ne comprends pas la question. Supériorité de l'homme blanc aux cheveux blancs. Là, vraiment. Si. La question peut être. Juste ajouter un petit mot, puis Solem répondra. C'est parce que je suis tout à fait en phase avec ce que dit Alain Deloche. Tellement, c'est que j'ai voulu marier le fait que la Croix-Rouge était implantée dans certains pays, notamment avec les CTA, la vocation humanitaire spontanée d'un certain nombre d'étudiants en médecine. Et nous avons créé 5 postes d'internes que des doyens ont bien voulu valider. Et ils s'en vont, alors c'est sur toute la France, 5 postes. Ils s'en vont pour 6 mois. Leur stage est validé et ils vont dans ces centres de traitement ambulatoire VIH-Sida. Et par qui sont-ils formés? Par le médecin-chef du pays en question et par les équipes. Et là, c'est l'inverse. Ce sont eux qui apprennent à un étudiant qui vient de Marseille, de Strasbourg, de Lyon, parce qu'ils ont appris ça et qu'ils savent ces choses-là. Ça marche assez bien, ce système. Mais au-delà de la question de l'image, il y a aussi la question de la pertinence de l'aide dans les pays du Sud aussi. C'est autre chose, quoi. Je voulais ajouter quelque chose. Nous envoyons 200 externes en D2, à peu près 200 dans le monde entier, et ils sont éduqués par les chefs de service dans les hôpitaux du monde entier. La seule condition, c'est d'être dans une structure hospitalière. Oui, je me présente. Je suis le docteur Ben Omar. Je suis chirurgien cardiovasculaire Je suis chirurgien cardiovasculaire au CHU de Rabat et je fais partie d'une association humanitaire qui s'appelle la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires, que connaissent mes amis Francine et Alain, que je tiens, si vous le permettez, tout d'abord à saluer et à remercier pour les nombreuses actions humanitaires qu'ils font non seulement sur place, mais également grâce au transfert des enfants qui sont opérés dans le cadre justement de mécénat. Donc je tenais à les saluer à ce sujet. D'autre part, je voudrais, si vous le permettez, vous annoncer que le prochain Global Forum on Humanitarian Medicine, qui est le 8e en son genre, va se tenir au Maroc, à Marrakech. Nous étions, Alain et moi, à Genève au mois de juin dernier, et le choix du Maroc a été fait à l'unanimité pour en quelque sorte, assurer ce Global Forum. Alors, ce Global Forum, les objectifs, les thèmes principaux qui ont été retenus, c'est la médecine humanitaire et la coopération et les transferts des connaissances nord-sud et sud-sud. Les expériences locales des ONG en médecine humanitaire, la télémédecine et médecine humanitaire, l'épidémiologie et la prévention des maladies cardiovasculaires et le rôle des organisations humanitaires internationales dans le domaine des maladies cardiovasculaires. Ce sont les thèmes principaux, mais il est évident que cette liste n'est pas exhaustive et qu'elle est ouverte, bien sûr, au comité scientifique d'organisation. J'ai l'honneur et le privilège d'organiser et de présider ce congrès à Marrakech du 28 au 31 octobre 2012. Et vous êtes tous conviés, aussi bien les seniors que les jeunes, que j'invite d'ailleurs à venir. Il n'y aura ni susceptibilité. Je peux déjà vous annoncer que nous recevons dans notre ligue pas mal d'étudiants français qui viennent. Nous ne faisons pas de différence de coloration de peau. Nous recevons également nos collègues qui viennent d'Afrique subsaharienne. Ils ne nous considèrent pas comme des relativement blancs supérieurs. Donc il y a un échange dans un cadre purement médical. Et en fait, ce forum se veut non seulement être médical, mais socio-médico-humanitaire, parce qu'il va regrouper non seulement tous ceux qui font partie, bien sûr, du domaine médical, mais également les sociologues, les avocats, le personnel paramédical. Donc il se veut être un forum très ouvert à tous ceux qui sont versés dans l'humanitaire. Et bien sûr, les mécènes sont les bienvenus. Merci. Dina Vernant, je suis médecin à l'Hôtel Dieu. Ma question est double.
D'abord, l'Hôtel-Dieu, depuis 651, est porteur de valeurs humanitaires. Et M. Mattei, comme toi Alain, avait pratiquement commencé vos propos de la même façon. Médecine humanitaire, deux mots redondants. Il n'y a pas de médecine qui ne soit pas humanitaire. Alors, ma première question, Alain, j'ai vu dans ton film qu'on voyait l'Hôtel-Dieu. Je voudrais savoir pourquoi tu l'y as mis et si tu sais qu'aujourd'hui, cet hôpital porteur de toutes ces valeurs que nous défendons, nous ici, va être dépecé et transformé en... Mais sois tranquille, nous sommes là pour veiller, vigilants, non plus que ça, pour que les valeurs qu'il porte se poursuivent dans le soin. Et donc, ma première question était celle-ci. Pourquoi as-tu mis l'Hôtel-Dieu dans ton film? Ma deuxième question, Monsieur Mattei, vous avez... C'est la médecine ici et là-bas. Médecins sans frontières, Médecins du monde, je fais partie de cette famille. On a commencé là-bas, ici, et vous avez cité la Mission France. Alors, il faudrait rendre hommage à Alain Deloche, n'est-ce pas, puisque c'est lui, l'initiateur de la Mission France. Et je crois même, Alain, que c'est ta maman qui t'avait soufflé l'idée de cette Mission France, ouais, qui ne devait durer que quelques années, les pouvoirs publics devant relayer l'action de Mission France. Mission France existe toujours. Et donc, ma deuxième question, c'est, dans le cadre de cette nouvelle loi hôpital, santé, mais je ne parlerai que de la partie H, avec la crise économique et ces gens qui ne peuvent plus, on ne parle pas des plus pauvres, parce que finalement, avec la couverture maladie universelle, c'est peut-être eux qui ont aujourd'hui plus de facilité à accéder aux soins que des catégories moyennes qui ne peuvent plus et qui retardent leurs soins. Alors, croyez-vous que cette médecine humanitaire, on est médecin, ou ici, là-bas, on est les mêmes médecins? Pensez-vous que dans le cadre de cette loi, lorsque l'on voit notre collègue parle, alors ça c'est de la médecine, c'est le service de santé des armées, mais tout est lié, hein, le Pharo qui va peut-être disparaître, l'Hôtel-Dieu qu'on voudrait faire disparaître, Fernand Vidal qui va fermer. Il y a des restructurations à faire, mais notre objectif, et notre seul objectif, si là-bas c'est être des médecins d'excellence, ici, comment continuerons-nous à être ces médecins d'excellence pour la pauvreté qui est à nos portes? Pour te répondre d'abord tout simplement, je n'ai pas mis l'Hôtel-Dieu. Les enfants que nous recevons chaque semaine, il y en a 2 à 3 qui arrivent chaque semaine en France, sont pour 50% d'entre eux soignés dans les hôpitaux de la PHP. Et là, c'était de l'ophtalmo. Je ne suis pas très bon en ophtalmo. Et j'ai préféré envoyer cet enfant à Dominique Chauveau, qui œuvre à l'Hôtel-Dieu. Voilà pour l'explication. Mais j'aime bien le mot Hôtel-Dieu quand même. Bon, pour le reste, mon Dieu, comme il est imprudent de s'exprimer, heureusement que j'ai dit tout le bien que je pensais de la Mission France, parce que je ne savais pas, mais j'en suis très heureux. Écoutez, ce qui est clair, c'est qu'on espérait que la CMU, que l'AME nous conduirait à fermer, dans des délais assez rapides, toutes nos antennes de premier accueil social médicalisé, ou les casos de MDM, ou les centres de santé, tout simplement. La réalité est que, au contraire, nous avons de plus en plus de gens à soigner. Alors, c'est beaucoup plus compliqué, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais quand même, il faut savoir que les centres de santé aujourd'hui sont fréquentés par beaucoup de gens qui n'en ont pas besoin, sauf qu'on y a un rendez-vous beaucoup plus vite, il y a le tiers payant, et que les centres de santé sont en partie embolisés par une population qui n'en a pas véritablement besoin. Et que, bon, deuxièmement,
nous avons en France un travers abominable, c'est que nous avons séparé le sanitaire du social. Et que je crois qu'il est indispensable de marier le sanitaire et le social à nouveau. Car dans nos centres de santé, comme dans nos antennes, alors je schématise, mais on va passer 20 minutes de consultation médicale sur une personne, nécessiteuse, fragile, vulnérable, exclue, mais on a passé 20 minutes avant, sur le plan social, à essayer de savoir la date de naissance, où il est, ce qu'il a fait, son parcours, ses antécédents, et on va passer 20 minutes après pour essayer de l'expliquer comment prendre les médicaments, quels examens faire, etc. Eh bien, seule la consultation médicale est payée et rien sur le plan social avant et après, ce qui veut dire que sur le plan budgétaire aujourd'hui, nous ne nous en sortons pas. Pour la première fois, non, mais je vais un tout petit peu plus loin parce que le sujet, vraiment, ça me hante quasiment tous les jours. Pour la première fois, des délégations de la Croix-Rouge en Vendée ont été sollicitées par la Caisse primaire d'assurance maladie pour qu'elles accordent des microcrédits à des patients qui ne pouvaient pas se soigner. Les microcrédits, on ne les accordait pas précédemment pour payer des soins médicaux. Aujourd'hui, on nous dit accorder des microcrédits pour que les gens puissent se soigner. Et par ailleurs, sur une enquête dans 40 délégations, jusqu'à présent, les aides financières qu'on nous demandait étaient pour aider à payer un loyer, une facture d'électricité ou de gaz. 15% des aides financières aujourd'hui, c'est pour payer des soins. Ce qui veut dire très clairement qu'il y a des inégalités de santé qui se creusent dans ce pays. Bonsoir. Merci. Je suis Fanny Casanova, interne en médecine générale. J'avais déjà intervenu le mois dernier. Je suis interne à la PASS de Saint-Louis. Donc, je voulais remercier Oriane d'avoir souhaité séparer l'humanitaire et la solidarité. Je pense que c'est... Enfin, je ne sais pas en quelle promo tu es, mais ça fait déjà quelques années que dans les assos étudiantes de médecine, notamment, on a souhaité séparer, en fait, créer une grande entité qu'on appelait la solidarité internationale et y mettre deux sous-entités qu'on met avec l'humanitaire d'un côté, qui correspondait plus au volet urgence et le développement de l'autre, parce qu'on s'était rendu compte, enfin j'espère Aurélien que tu seras d'accord avec moi, que derrière l'humanitaire, malgré tout, malgré ce que vous avez pu, chacun des intervenants, exposer, la notion d'urgence est prédominante pour la population générale et pour une grande partie des étudiants en médecine. Et que c'était important de pouvoir recadrer les choses parce que il ne suffit pas de donner des mots comme ça, mais il faut avoir des définitions derrière et qui correspondent à une réalité. Et donc c'était, je pense, dans ce sens-là que les associations étudiantes ont voulu préciser les choses et ont fait beaucoup de formations et ont beaucoup travaillé là-dessus pour améliorer la compréhension des projets étudiants et de la réflexion des étudiants qui voulaient partir. Partir pourquoi? Et c'est à ce niveau-là qu'on a travaillé. Du coup, les jeunes, je pense, ont compris que justement l'humanitaire ne se faisait peut-être pas que à l'étranger et ont recentré leurs actions et ils ont préféré parler d'actions de solidarité et je pense que c'est quand même juste comme terme, en tout cas, même si le mot humanitaire plaît aux vieux. Mais c'est un terme juste, on vient de l'exposer avec les différentes problématiques qui se posent en France aussi. Et c'est intéressant de pouvoir se rendre compte que on peut travailler en France aussi et qu'après, les politiques de santé et les politiques au plan général ont toute leur place. Et en tant qu'association étudiante, le militantisme politique est limité, à part faire prendre connaissance et faire réfléchir les étudiants là-dessus. On n'a pas la place des grosses ONG françaises qui peuvent avoir leur place sur la scène politique française. Et je pense que c'est là que les associations étudiantes ont trouvé leur place dans leur discours aux étudiants. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'elles sont adaptées. Pierre Gros, classe 72, faculté de médecine de Marseille. Merci, monsieur Jean-François Mattei. Il est là. Ah, il est là. Pardon. Je vous cherchais. Merci, monsieur Mattei, d'avoir été mon assistant en physiologie dans les années 66, 67, enfin j'ai oublié. Merci, monsieur Deloche, de nous avoir éclairés dans des staffs particulièrement interactifs au Centre cardiologique du Nord. Merci à madame Leca d'avoir co-signé ce magnifique livre que j'invite à vous offrir, mes chers confrères, et à offrir une histoire de la médecine.
co-signé avec le professeur Didier Sicard, qui très gentiment dirige ma thèse en santé publique. Je voudrais poser 2 questions, dont une peut-être vous avez répondu, monsieur Jean-François Mattei, sur vos rapports avec le Croissant Rouge. Vous avez répondu. Et comment vous affranchissez-vous de la suppression du réseau, aidez-moi, le réseau des médicaments que classe, le réseau qui récupérait les médicaments chez les pharmaciens. Ah, non, pas Pharmaciens sans frontières. Mais je vois très bien. Attendez, je l'ai noté. Il faudrait que je récupère mes petites notes. Merci, je vois très bien ce que vous voulez. Clamided ou Aclimed ou un truc comme ça. C'est pas Chlamydia, non, mais c'est un nom comme ça. Si une jeune étudiante pouvait m'aider, ça m'aiderait. Merci. Cyclamed, merci. Bon, sur le Croissant Rouge, c'est extrêmement simple. Dunant a choisi la Croix-Rouge, non pas pour une raison de chrétienté affirmée, mais parce que c'est le drapeau suisse inversé. Et il a donc fait ça sans aucune arrière-pensée religieuse. Mais quand, à la fin du XIXe siècle, la Croix-Rouge est arrivée avec ses camions en Turquie où des troubles sévissaient, les Turcs ont eu l'impression de revivre les croisades. Et ils ont dit, mais ça, c'est pas possible chez nous. On ne veut pas de ça chez nous. Et ils ont donc demandé l'autorisation d'utiliser le Croissant Rouge. Ça a été accepté. Et donc, Croix-Rouge et Croissant Rouge sont 2 emblèmes d'une seule et même organisation, d'une seule et même fédération. Alors, il y a deux conséquences. La première conséquence, c'est que, comme ils n'ont pas voulu de la croix pour avoir le croissant, de fait, ils ont donné à la croix une signification qu'elle n'avait pas initialement, puisqu'ils l'ont refusé pour ça, et demandant le croissant. Et la deuxième conséquence, c'est que quand Israël a été créé après la Deuxième Guerre mondiale, la société, le Magen David Adom dont je parlais tout à l'heure, a dit « mais nous, on veut ni la croix ni le croissant ». Et donc, il a fallu de très longues années, entre 1948 et 2005, de très longues années, pour qu'un 3e emblème soit accepté, qui est un losange posé sur la pointe, un cristal rouge. Alors, ça présente 2 avantages, ce cristal rouge. D'abord, c'est que l'initiale est la même, CR. Deuxièmement, il y a un vide et on peut éventuellement y mettre un signe distinctif. Et pour l'instant, le losange est utilisé par le seul Magen David Adom qui y a mis l'étoile de David. Donc ça, c'est pour raconter, mais c'est toujours le même mouvement naturellement. Pour les médicaments, ça nous a causé 1000 tourments. On a trouvé un moyen détourné, mais comme vous tout à l'heure, j'ai un trou de mémoire, je ne me souviens pas de cette organisation internationale du médicament qui nous permet, je ne parle même pas des maltulipes, parce que les maltulipes, c'est généralement pour les urgences, mais on a maintenant un système. Je trouve évidemment qu'aujourd'hui, l'excès de précaution nous prive quand même de beaucoup de moyens de traiter. Oui, je voulais dire que finalement, vous cherchez une définition de la médecine humanitaire, mais est-ce que finalement la médecine humanitaire n'est pas l'avant-garde de l'humanisme en santé qu'il faut retrouver, en particulier par la formation de nos étudiants? Ça, c'est sûr. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que dans cette faculté, il y a une volonté de faire partir les étudiants le plus précocement possible, dès le P2, si possible pour des actions qui sont de solidarité, des actions éducatives, le plus précocement possible, parce qu'après, si vous regardez le devenir de ces étudiants, eh bien, ceux qui sont partis en P2, D1, repartent toujours
en D2 et partent éventuellement pendant leur internat, parce que contrairement à ce qui a été dit, un certain nombre d'étudiants partent, mais ils ne peuvent pas partir la première année de leur internat, mais ils partent, en tous les cas, on les laisse largement partir. J'ai encore signé 2 permissions aujourd'hui. Donc, toutes les relations avec les associations, comme la Croix-Rouge, par exemple, sont des choses que nous sommes tout à fait prêts à soutenir et dans l'avenir. Donc, les relations internationales, le voyage précoce de l'étudiant est quelque chose de très, très formateur. Quand un étudiant de D2 va 3 mois à Bamako ou bien au Burkina Faso, ce ne sont pas les mêmes qui reviennent. Ce ne sont pas les mêmes. Donc il y a l'aspect formation. Et je voulais ajouter une chose pour la médecine humanitaire. J'entends parler de soins, j'entends parler d'éducation, et je pense qu'il y a aussi une partie recherche comme à l'université. C'est-à-dire que quand Jameau faisait ces fameuses ambulances, il innovait totalement. C'était une innovation qui a été reprise par la suite. Et je suis persuadé que ces hôpitaux, que font les militaires, qui redéploient, enfin, tous les moyens techniques, il y a certainement une recherche à faire autour des moyens de prendre en charge ces populations, parce que la recherche, ça n'est pas uniquement du laboratoire, ça peut être une recherche en santé publique, ça peut être une recherche épidémiologique, il y a énormément de sociale aussi, socio-économique, ça peut être une recherche qui pourrait être dans les missions humanitaires. Quand vous travaillez sur le choléra, à mon avis, vous faites de la recherche. Jean-François Mattei va nous faire sa conclusion par un schéma. Non, mais j'hésitais à le faire, mais comme j'ai senti qu'on parlait un peu, on tournait autour de l'urgence, de pas l'urgence, que ça avait évolué, figurez-vous que le problème s'est posé pour moi après le tsunami. Les médias, 3 semaines après, s'imaginaient qu'il fallait avoir dégagé, tout dépensé, car l'urgence était terminée, l'action humanitaire était terminée. C'est pas comme ça, je crois qu'il faut voir les choses. Alors, j'ai depuis fait de la recherche sur ce que pouvait être l'action humanitaire. À mon sens, et je pense que ça fait son chemin, l'action humanitaire, évidemment que son axe, ce qui a été à l'origine de l'action humanitaire, ce qui a fait sa colonne vertébrale, c'est l'urgence. C'est sauver des vies, c'est-à-dire l'urgence. Bon. Mais assez rapidement, on se rend compte, je prenais l'exemple du noyé qu'on n'abandonne pas, je me souviens de cette femme de pêcheur qui était sur la plage de Banda Aceh et qui m'a dit, parce que même quand on ne parle pas la même langue, on se parle, et qui m'a dit « J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu ma famille, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mes biens, vous m'avez sauvé la vie, que vais-je en faire maintenant ? Que vais-je en faire maintenant ? » Mais nous ne pouvons pas ne pas répondre à ces questions-là. Et donc on est obligé d'aider à reconstruire des vies. C'est-à-dire qu'il faut se pencher sur la résilience. Il faut qu'on se penche sur ce que, cette mauvaise traduction d'anglais, le relèvement, qui est une sorte de reconstruction, mais pas seulement en BTP, reconstruction de vie, et puis le retour à l'autonomie. Et ça, c'est après la crise, c'est post-crise. Et puis enfin, on s'est rendu compte que ces gens, ils étaient exposés à des risques plus qu'ailleurs, et qu'on ne pouvait pas partir sans les avoir formés par de la prévention, par de la préparation aux catastrophes, par la réduction des risques, et que ça, c'est la pré-crise. Et qu'en définitive, l'action humanitaire, c'est tout ça. Parce que dans toutes ces situations, ce sont des vies humaines qui sont menacées de mort et qui ont besoin ensuite de retrouver leur autonomie. Et que cela, naturellement, quand on va vers l'autonomie, alors je ne veux pas détailler, mais on va vers des activités génératrices de revenus et autres, on rejoint le développement. Et dans cette hypothèse-là, moi je préfère utiliser le terme de développement humain plutôt que le terme de développement durable qui a une autre signification. Donc c'est ça
la totalité de l'action humanitaire. Et vous voyez que c'est une action humanitaire durable. En anglais, Sustainable Humanitarian Action. Et alors, mais ça les a fait rire à Genève, je leur ai dit, vous avez un nouveau papillon que j'appelle le chat butterfly, c'est-à-dire le Sustainable Humanitarian Butterfly. Et ça explique, je crois, d'une manière assez logique, assez cohérente, la globalité de ce que j'entends par action humanitaire. Et la médecine se loge parfaitement là-dedans, sur ce modèle. Vous avez l'urgence, mais avant, vous avez tout ce qui est prévention, santé publique, éducation à la santé. Et là, vous avez la réadaptation, la réinsertion. Vous avez tout. C'est un modèle paradigmatique qu'on peut appliquer. On peut l'appliquer au sida, on peut l'appliquer à des tas de choses. Et je vous assure que l'action humanitaire, si elle est fondée autour de l'urgence, aujourd'hui, elle a déployé ses ailes avant et après.